Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est très impressionnant, j'adore ça. Ça vous arrive pas souvent. Ah non, moi d'habitude je suis le chroniqueur du jour ou le petit gars qu'on invite quand il n'y a plus personne, mais là ça pète. Non, Édouard Dupré, directeur du développement de Fremantle France et président de Cali Productions. C'est pas mal, hein. Et sous la scène. Et père de 2 enfants. Voilà, et marié à une charmante jeune femme. Il paraît. Vous avez produit entre autres, participé à la production des Crevettes pailletées. Ouais. Et puis donc sous la scène, cet énorme carton sur Netflix depuis 8 jours, plus de 40 millions de vues. Dont personne ne voulait. Hein. Oui, c'est ça. Mais voilà, je voudrais que vous nous racontiez un peu la genèse. Oui, la genèse du film. La genèse, parce que ça a été long. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que je bosse dans les médias que j'ai un problème de champ lexical. Ouais. La genèse, ça vient d'une rencontre qui s'est déroulée au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, où je présentais le premier film que j'avais porté en tant que producteur, qui s'appelait Toute première fois, avec Pio Marmaille, Franck Gastambide et Camille Cotin, que je vous encourage tous à voir parce que c'est une super rom-com. C'est très drôle. Et j'ai rencontré un garçon qui lui présentait un film de genre qui s'appelle Sébastien Aucher. Et puis il m'a dit, mais j'aimerais bien produire un film de monstre français, est-ce que ça te dirait pas? Puis comme le courant est bien passé entre nous, on s'est pris des rendez-vous tous les 15 jours, où on a agité des idées pendant 2 heures, tu vois, pour se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et c'était en janvier 2015. Oui, ce que j'allais vous dire, c'était quand? Janvier 2015. Et en janvier 2015, je pense, vous vous souvenez, il y a eu des attentats à Paris, qui nous ont tous marqués, qui sont encore très présents dans nos pensées. Et donc, nous, on avait envie que Paris soit le héros du film. Paris debout, un Paris moderne, un Paris en forme, on va dire. Et donc, on est parti de l'idée de Paris. Et Paris, sa devise, c'est fluctuat nec mergitur, flotte mais jamais ne coule. Et si Paris est Paris, c'est grâce à son fleuve, la Seine. Donc on s'est dit, tiens, on va montrer Paris par la Seine. Et donc, tu vois, c'est chaque petit étage de cette fusée. Et donc il y a une menace dans la Seine peut-être. Quelle pourrait être la menace? Qu'est-ce qui fait le plus peur dans l'eau? Un requin, donc le requin dans la Seine, et qui en plus, j'en parlais avec un psy, qui me dit, mais vous savez que le requin peut être assimilé au terrorisme justement, puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est beaucoup plus agile que toi, etc. Je fais alors là, voilà, donc cet exercice de maïotique a débuté comme ça. Donc nous on a commencé à écrire cette histoire, et même à l'époque on voulait reprendre Jean Reno et Jean-Marc Barr, parce qu'en fait la première scène en fait c'était sur la Tour Eiffel, il y avait un gamin qui voyait un élan, qui disait papa il y a un requin dans la Seine. Là il y avait Jean Reno qui passait, qui faisait Roberto, mio palmo. Il plongeait et il remontait, il disait c'est un grand bleu. Bon bref, tu vois, et ça, ils n'ont pas voulu. Ah non mais ça on l'a fait dire à personne d'autre que Sébastien et moi. Ça aurait été drôle. Parce que tu sais, c'est toujours pareil dans les brainstorms créatifs. Mais comme à un moment on s'est dit que ça allait être un requin de 300 mètres de haut et qu'on allait utiliser la Tour Eiffel comme un javelot, tu sais, pour le tuer. Donc ça c'est quand on agite des idées. Puis après on a eu 10 pages d'un truc qu'on trouvait super sympa, mais on s'est dit que le marché n'était pas prêt, parce que c'est pas le genre de film qu'on produit en France. Donc je l'ai envoyé à quelques copains qui bossent dans le cinéma, et en particulier un garçon qui s'appelle Franck Weber, qui travaille chez Gaumont. Et Franck a lu et m'a dit, écoute, je vois toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas faire ce film, mais j'ai très envie de le voir. Et donc ça m'a donné envie de continuer à développer avec Sébastien. On a appelé des auteurs, dont c'est le vrai métier, qui s'appellent Yannick Dahan et Modé Wang, qui ont commencé à travailler sur une première version du scénario. Puis après, on a fait monter un réalisateur qui s'appelle Xavier Jans. Après, on a fait le tour de... C'est extrêmement bien réalisé. Avec plein d'astuces, avec plein de choses incroyables, la façon dont c'est filmé. Mais ce qui est formidable, c'est que Xavier Jans, on ne l'a pas choisi par hasard. Hein, c'est un grand spécialiste du genre. On avait vu à l'époque toute sa filmographie, parce que moi j'aime le genre, et en particulier son film qui s'appelle Colskin, que je vous encourage tous aussi à voir. Et puis même, il venait de sortir d'un film qui s'appelle Budapest, donc aussi avec ce petit côté entertainer comédie. Donc, parce que très vite ça peut faire gadget, c'est-à-dire très vite on ne peut ne pas y croire, et très vite ça peut faire justement Shark le machin. Sharknado, et là pour le coup on est vraiment pris, on y croit vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est que justement pour ça que culturellement la réaction entre l'étranger et la France est assez amusante. C'est-à-dire que quand on fait un film qui, au final, avec un message, mais très au premier degré en France, et finalement, quand on y pense, Indiana Jones, c'est un film au premier degré. Après, il y a des vannes, mais là, je trouve qu'on a réussi à faire cette petite musique entertainment des anglo-saxons, qui crispe en France, ce que je comprends très très bien, mais qui en même temps, il y a un côté croquant, gourmand sur le projet. Et donc, pourquoi 8 ans pour monter le projet? 8 ans? Parce qu'on s'est pris des portes partout. Enfin, on était reçus quand même, parce que
quand on présente un projet fou, on est reçu, puis après on nous disait de ne plus jamais revenir. Et puis finalement... Parce que quoi, c'était trop cher, ils pensaient que ça marcherait pas, c'était quoi mais non, parce que c'est une proposition vraiment à contre-pied, mais je sortais déjà... Mais en même temps, je sortais déjà d'un film qui était l'histoire d'une équipe de water-polo gay, qui s'appelle Les Crevettes Pailletées, dont les gens n'ont pas voulu pendant plusieurs années. Et après, moi, au plus profond de mon âme, j'aime ce projet, je l'ai porté, je me suis battu, et c'est le métier de producteur. On s'est pris 90% de non, et il suffit d'un oui, et c'est Netflix. Et c'est Netflix, et c'est étonnant, quelque part, non? Ou pas? Oui, ou non, alors, parce que ça correspond plus à leur ADN, déjà, ils cherchent des programmes divertissants, et si on peut reconnaître un mérite à ce film, c'est qu'il est divertissant, qui sont très identifiés français. Quand ils achètent un film français, ils veulent que ce soit français. C'est-à-dire, même à une époque, nous, on s'était dit, tiens, on va le faire en anglais. Pas du tout, donc ça se passe à Paris, c'est en français, avec des comédiens français, pour eux c'est important, parce que quand on produit localement, autant faire local. Et puis, il y avait quelque chose de très malin d'un point de vue marketing, et on l'a vu, c'est-à-dire que les JO arrivant à Paris, le film s'est lancé le 5 juin, et aujourd'hui, il est là où il en est. Est-ce que Netflix a été très interventionniste? C'est-à-dire qu'ils ont une vraie connaissance, justement, des cliffhangers, des choses comme ça. Est-ce qu'ils ont travaillé avec vous sur le scénario pour que ça corresponde à la charte Netflix? On dit qu'ils sont très interventionnistes. Je vais pas dire la charte, je sais pas s'il y a une charte chez eux, mais en tout cas, évidemment, c'est-à-dire que dans le métier classique de producteur, quand tu dois produire un film, tu vas chercher de l'argent à plusieurs guichets. Tu vas chercher chez un distributeur, chez une chaîne de télé, chez une chaîne de télé à péage, etc. Et là, en revanche, t'as un client. C'est un client, donc c'est lui qui paye tout, entre guillemets. Donc on fait le film tel qu'il a envie de le faire avec nous. Donc effectivement, et puis ils sont très vigilants parce qu'ils lancent pas tant de projets que ça, et donc chaque projet doit être très travaillé, et on a travaillé avec eux. Et vous, ça a été... Oui, j'imagine. Et vous, ça a été un plus, ou ça a été... compliqué, si je veux dire. Est-ce que le mec qui va se griller, il va te répondre. Non, pas du tout. Non, mais est-ce que ça vous a appris des choses? C'est ça que je veux dire. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est comme tout travail collaboratif. C'est-à-dire que il y a des moments de tension, il y a des moments de fun extrême, mais ça débute avec mon histoire avec Sébastien, puis après avec mes auteurs, puis après avec mon réalisateur, puis après avec Netflix. À chaque fois, et c'est ça qui est bien, c'est que je peux pas dire en aucun cas je le dirais, c'est mon film. C'est un travail tous ensemble. Donc oui, parfois il y a des points de friction, des points de désaccord. On me dit je veux ça, tu dis non, c'est débile. Ou parfois on me dit je veux ça, tu dis mais quelle excellente idée. Donc et c'est vraiment un travail de collaboration, et puis c'est un travail aussi qui appartient au réalisateur, comme vous l'avez dit, Xavier Jean. Vous avez vu des prix dans la presse. Moi, j'ai pas le droit de. Sinon, on me réclame l'argent si je dis je suis tenu par une clause de confidentialité. Vous avez écrit quoi? Je sais pas, lisez la presse. Faites votre métier, vous êtes journaliste, bordel. Et vous gagnez de l'argent sur les diffusions? Sur les diffusions, non, c'est pas le dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, non, mais c'est pour répondre aux auditeurs qui pourraient se poser la question est-ce que comme au cinéma où on touche sur les entrées, etc., c'est pas la même chose. Mais on gère pas du tout le même risque. C'est-à-dire qu'au cinéma, on n'est pas sûr de rentrer dans ses fonds. Là, pour le coup, le film est financé. Il est payé, il est financé. La différence avec Netflix, c'est que Netflix paye très cher, et c'est pour ça que je parlais d'argent, et paye une forme très chère, mais ça leur appartient à vie. Tandis qu'aux autres chaînes, ça fait partie de votre catalogue. Ils payent pas très cher, ils payent dans les prix du marché. Faut arrêter avec ce fantasme-là. Écoutez, l'essentiel, c'est que des films continuent de se faire. Comment ils ont réagi au succès, qui eux aussi ont été très surpris que ça fonctionne dans tous les pays du monde. Et dans quel pays ça fonctionne le plus, vous le savez ou pas? C'est numéro 1 dans 97 pays, je crois. Donc voilà, dans le monde. Eux, ils ont été. J'imagine qu'ils avaient envie que ça marche. Je pense qu'ils sont contents, et je pense qu'on se fera un vrai gros point dans la fin du mois, tu vois, parce que numéro 1 dans 97 pays. C'est fou. Et surtout moi, dans mes rêves les plus fous, et c'est ce que je disais à ma mère à Noël, je disais, moi, j'aimerais bien qu'on soit au moins 1 minute numéro 1 dans le monde. Et tu te dis que c'est possible, c'est faisable. Parce que c'est une sortie mondiale, tu dis, tout le monde va envie de le voir, puis après, hop, top terminé. Et là, ça dure. On va même rentrer dans le top 10 historique. Incroyable. Mais c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien réalisé. C'est bien joué. Elle est formidable. Il y a un auditeur, Stéphane, qui dit est-ce que les acteurs se sont battus pour être celui qui allait se faire bouffer par le requin en gros plan? Vous parlez de Poulpe. Non, mais ça, c'est un vrai délire du réalisateur qui a une culture geek et qui connaît très bien Monsieur Poulpe, avec qui justement il a réalisé Budapest. Et ça le faisait délirer de faire bouffer
un poulpe par un requin. Ouais. Ça part d'un jeu de mots. D'un jeu de mots, donc c'est... Voilà, ce qui est chouette. Puis c'est aussi une histoire d'amitié entre eux. Donc, Est-ce que du coup, aujourd'hui, Nassim Liès, qui joue l'autre rôle avec Bernice Brejot, qui est une découverte, est devenu très bankable Il avait déjà joué dans un film pareil de Xavier. Il se connaissait par Farang, que je vous encourage aussi tous à voir. Un très bon film d'action qui se passe en Thaïlande. Là, je sais pas si vous avez vu le mème qui m'a beaucoup fait rire. Il y a un mème où il y a une photo de Nassim Liès et puis il y a marqué « Mon mari me demande pourquoi ça fait 5 fois que je regarde sous la scène. Ma réponse... » Voilà, et là, tu as une photo de Nassim Liès. Évidemment, et je suis sûr que derrière, ça va lui faire... Les filles de la rédaction et du web en sont folles ici. Et pas que les filles, moi-même, j'en suis fou. On m'a dit, mais pourquoi tu ne reçois pas le comédien quand j'ai annoncé... Non, mais c'est vrai, quand je vous ai annoncé aux gens du web, ils m'ont dit, il vient avec le comédien, il vient avec... Non, mais il a joué dans plein d'autres films Netflix que je peux vous en... Enfin, allez voir, tapez sa filmo et... Oui, enfin, ils veulent le voir en vrai. Signaler aussi Anne-Marie Vin, qui est formidable en mère de qu'on reconnaît à peine. Hein. Moi, j'ai eu du mal. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce rôle. C'est l'école Actors Studio, ça. C'est l'école Actors Studio. Mais et on sent qu'elle s'en amusait. En tout cas, quand on voit le making-of, ça l'amusait de faire ce rôle-là. Bien sûr. Alors, on va marquer une pause, comme on dit, et on se retrouve dans un instant avec vous, Édouard Dupré, et avec Thomas Croisière, notre Tom Cruise français, pour parler de votre passion pour les films d'humour. Et puis, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire, oui. Écoutez-vous, mansplaining. Voyage en comédie. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Édouard Dupré, alias Thomas Croisière, le double visage d'une même personne, à la fois producteur à succès, Sous la scène, Les crevettes pailletées, et puis également vous êtes sur scène avec Voyage en comédie. Vous parcourez la France avec ce spectacle qui... Est-ce qu'on peut être grand patron d'une boîte c'est ce que vous y allez demander. Non. Est-ce qu'on peut être grand patron d'une boîte et être crédible lorsque vous allez sur scène et vous faites le comique? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que votre plus gros client, en étant chez Fremantle, c'est M6. Et le samedi, vous allez faire le rigolo. Et le mardi, vous êtes dans le bureau, en plus de Taverneau, mais des nouveaux dirigeants avec votre costume en disant je vous vends le juste prix. Comment vous vivez avec ça et comment eux le vivent? C'est justement, alors il faudrait leur demander, mais c'est justement pour ça que j'ai ces 2 identités qui permettent d'avoir un côté sérieux et puis d'un côté bouffon. Oui, ou Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet. Parce que j'ai un peu moins d'alcool que Gainsbourg, mais et oui, je me rends compte que effectivement, c'est un vrai avantage d'avoir ces 2 identités en fait, parce que on arrive à faire la part des choses. Je pense que dans la culture anglo-saxonne, pour le coup, tu peux être Ben Stiller et faire le con et être producteur de film. Je pense que je ne pourrais pas être Thomas Croisière et producteur de film. Et puis à la base, moi, mon vrai métier, c'est producteur. C'est là que j'ai commencé. Et puis c'est Thomas Croisière qui est arrivé un peu par les hasards de la vie. Et alors, comment il est arrivé, Thomas Croisière? Et racontez-nous un peu qui est ce personnage que nos auditeurs vous découvrent. Je veux comprendre votre lancement. Tom Cruise, Croisière. Mais c'est là que je constate. Oui, je viens de percuter. C'est là que je constate avec beaucoup de douleur, Valérie, vous que je pensais être une amie, que vous n'avez pas vu mon spectacle, puisque je l'explique dans mon spectacle. Mais en fait, nous avons des auditeurs, que j'ai vu votre spectacle au moins 10 fois. Bien sûr, oui. Vous mentez au micro, c'est moche. Je pense qu'on dit parlons vrai sur cette radio. Mais vous ne jouez pas à Paris. Je reprends en septembre. Tiens, je vous donne l'information d'avant-première. Je reprends au Lucernaire à partir du 20 septembre jusqu'au 31 décembre. Même le prix des places vous fera rien. Et en fait, ce personnage vient tout simplement de Jacques Martin. Voilà, parce qu'à 20 ans, j'ai participé à une émission de Jacques Martin qui s'appelait Sous vos applaudissements. Absolument. J'avais envoyé des photos de moi avec un CV et une lettre de motivation et j'ai jamais été rappelé. Et comme à l'époque, je manquais de confiance en moi. Difficile à croire. C'est drôle. Je me suis dit que ça venait sans doute des photos. Et donc après, j'ai envoyé une autre candidature avec des photos de Tom Cruise. Et puis je me suis dit que Tom Cruise en français, ça s'appelait Thomas Croisière. Parce que je m'étais dit que s'ils recoupaient les noms, ils allaient se dire que c'était déjà le mec qui avait écrit avant. Et je suis allé au casting, on m'a dit mais vous êtes brun sur les photos. Et c'est ce jour-là que je suis devenu Thomas Croisière. Après quand les réseaux, mais je t'assure, et après quand les réseaux se sont créés, quand il y a eu MySpace, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai utilisé cet avatar systématiquement pour me protéger, pour préserver ma vie privée. Et donc Thomas Croisière est devenu mon personnage social. Et quand il s'est agi à un moment de faire de la radio, à un moment c'est en tant que producteur que j'avais contacté une bande sur une chaîne
radio concurrente de la vôtre. Vous êtes sur France Inter, on peut le dire. En tout cas, que j'avais appelé Charline, Guillaume et Alex pour faire quelque chose en tant que moi, producteur. Et puis les hasards de la vie font que m'ont dit, tu aimes le cinéma, tu vas venir parler de cinéma chez nous. Et c'est là que je suis devenu aussi chroniqueur à la radio. Que ces chroniques ont amené un film, un spectacle, pardon, que peut-être ça amènera un film un jour et qu'aujourd'hui on se retrouve à la télévision. Donc, et pour répondre à la question de comment on me voit si on travaille dans les deux circonstances avec moi, j'ai l'impression que mes interlocuteurs font la part des choses. Quand ils parlent à l'entrepreneur, ils parlent à l'entrepreneur, et quand ils parlent au bouffon, ils parlent mal au bouffon. C'est comme d'habitude. Alors, racontez-nous un petit peu le spectacle pour donner à nos auditeurs. Vous êtes encore en tournée là où ça se termine? Vous allez prendre des vacances bien méritées? Alors, le 29 juin, c'est ma dernière date de tournée. Je serai à Auray. Et en plus, c'est marrant, c'est parce que je suis foufou de faire ça. Mais de toute façon, je suis un peu foufou. Et sur leur Facebook, ils se sont fait planter par un spectacle il y a quelques semaines. Ils ont dit, est-ce qu'il y a un humoriste qui veut venir? Et comme moi, j'y suis allé 2 fois. J'ai déjà fait 2 fois complet. Je trouve que c'est un peu cinglé d'y retourner. Je leur dis, mais moi, ça me fait marrer de venir. Et puis surtout, comme c'est la dernière de la saison, je vais faire une spéciale. C'est-à-dire qu'on va faire spectacle et karaoké. Voilà, parce que la dernière fois, on avait chanté avec une partie du public. Donc là, je pense qu'on va faire Porte Nawak. Théâtre à l'Ouest. Théâtre à l'Ouest. Et je pense que ça va bien me fatiguer, mais qu'est-ce qu'on va se marrer. Donc ça va être une spéciale. Et puis là, après, je reprendrai donc en septembre. Dans ce spectacle, vous abordez quoi? La politique, le cinéma? Non, pas du tout. Voyage en comédie. Parce que vous êtes passionné de musique et de cinéma. Et donc, c'est... De musique, il ne connaît pas Tonton du Bled. Si, je connais Tonton du Bled, je ne connais pas les paroles. Mais pour le coup, ce qui est... en fait, moi, j'aime transmettre. Voilà, je suis passionné de cinéma. J'avais un ami qui s'appelle Bertrand Tavernier, qui pour moi est un des plus grands passeurs de l'histoire du cinéma. C'est une des plus belles rencontres que j'ai fait ici à Sud Radio, d'avoir interviewé Bertrand Tavernier. Non, c'était je m'en fous pas du tout. Mais tu sais pourquoi il fait Quai d'Orsay? Pourquoi son dernier film, c'est Quai d'Orsay? Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est moi qui lui ai offert la BD. Ah bon? Et c'est pour ça que je joue dedans. J'ai une petite scène dans un dîner parce que c'était mon ami, on a parlé de ça. J'étais sûr que ce sujet le passionnerait. Il en a fait son film. Et lui nous avait expliqué pourquoi il était pour Netflix et pourquoi il était d'accord. On l'avait reçu à cette occasion-là pour savoir pourquoi il était d'accord que les grands, à l'époque, Cannes ne voulaient pas qu'il y ait de films Netflix. Et il nous avait dit que il était plutôt pour et que c'était... Et plus il y a de gens qui donnent de moyens pour faire des films, créer des œuvres, faire travailler les artistes, bienvenue en fait. Et peu importe le support, peut y avoir des très beaux films filmés avec ça, comme peut y avoir des grands films, enfin avec ça, avec le téléphone portable. Mais... La question que tout le monde se pose, la suite, le numéro 2. On n'a pas parlé de mon spectacle. On n'a pas parlé de son spectacle. Je vais juste finir par te dire. C'est quoi cette interview? Mon spectacle transmet l'amour de la comédie. Voilà, c'est-à-dire que moi, Bébel, De Funès, Le Splendide, et le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand je sors de scène, c'est pas me dire le spectacle est formidable, puisque ça je le sais déjà, mais c'est surtout qu'on me dise vous m'avez donné envie de voir tellement de films, parce que la comédie en général c'est pas considéré, c'est caca. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, quand Louis de Funès a fait la Cinémathèque, il y avait encore des gens pour dire Louis de Funès n'est pas digne. Bien sûr que si, Louis de Funès est digne d'être à la Cinémathèque, c'est un des plus grands acteurs de sa génération, qui a rassemblé plus de 300 millions de spectateurs en salle. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 30 millions d'entrées de plus que le plus grand succès de toute l'histoire du cinéma mondial, Avatar. Donc moi je veux célébrer tous ces gens, les Jean-Marie Poiré, les Patrice Lecomte, les Claude Zidi, les Gérard Houry, les Aldo Machione, même les Philippe Clair, vous savez, celui qui a fait Plus beau que moi tu meurs. Donc pendant 1h30, je parle de ce cinéma qui nous réunit tous, parce que c'est la comédie qui nous fait le plus rire. Regarde ce qui est en train de se passer avec Le Petit Truc en plus, où qui que vous soyez, d'où que vous veniez, sauf de Paris, parce qu'à Paris on n'y va pas, mais on est touché par cette histoire, comme on est touché par Bienvenue chez les Ch'tis, comme on rigole encore à La Grande Vadrouille. Mais Môme rigole à La Grande Vadrouille, c'est un film qui a 60 ans. Bien sûr. Bien sûr, mais juste le Petit Truc en plus ne marche pas à Paris? Non, apparemment, il y a 2% des entrées de Petits Trucs en plus qui se font à Paris. 98% c'est la province. J'ai vu les chiffres qui sont assez et ils font quand même plus de 7,5 millions là. Ça veut dire qu'il y a un côté snob à Paris. En tout cas, c'est pas leur cinéma. C'est un peu les Césars, c'est un peu ce cinéma d'entre-soi. C'est un peu cinéma d'entre-soi. Mais comme il y a des humoristes qui marchent en province et qui ne marchent pas à Paris, tu vois, les Chevaliers du Fiel, ils viennent pas jouer à Paris, mais ils font le plein en province, tu vois, donc il y a toujours cette dichotomie, absolument. Mais c'est vrai que quand on voit les films de Funès, ça fonctionne sur tout le monde. C'est absolument pas, c'est un génie de la comédie. Absolument pas démodé. Et il y a beaucoup de mèmes, beaucoup de choses qui sont reprises d'ailleurs avec lui sur les réseaux. On a une question sur y aura-t-il une suite, qui était la question de Gilles.
Et moi, j'accueillerai cette suite. Non, on parle pas de votre spectacle, parce que j'imagine qu'il y aura une suite aussi. Mais, c'est tout le mal que je souhaite à mon public. Mais on parlait de Sous la scène. Sous la scène. En tout cas, la fin du film ouvre la possibilité à une suite. Faut pas raconter pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, je pense qu'on va en discuter. Ce serait moi, possible. j'adore Mais l'idée, est-ce que bien c'est sûr. déjà écrit? Pas encore. Ah voilà. La suite n'est pas encore écrite. Non. Alors, vous savez, ça prend du temps d'écrire un film. Et est-ce que ça donne un autre regard également sur Bérénice Bejo? Est-ce que les gens la découvrent aussi dans ce film-là? Parce que c'est vrai qu'elle a été vue dans le film, mais du jardin, mais c'est du jardin qui a pris toute la lumière. C'est elle qui a pris le César, quand même, rappelons-le. Et puis, elle a aussi eu plein d'autres grands rôles. Hein. Et puis même sur le public plus jeune, OSS 117, ou etc. Donc après, effectivement, on l'attendait peut-être pas dans un rôle de héroïne badass dans un film d'actionneur. Et puis le plan iconique où elle sort de l'eau avec le sang, qui est magnifique, qui est le plan iconique du film. Bien sûr, ça va lui apporter plein de choses. Et puis d'un seul coup, tu te rends compte aussi, parce que parfois, quand on se dit une actrice césarisée, elle est fun. Tu vois, il est où le requin mécanique? Ne m'obligez pas à vous répondre dans ton cul, parce qu'il faut jamais. Ma mère le sait. Ne jamais me demander il est où. Jamais. Elle doit rigoler, votre mère qui nous écoute, on la salue. Une auditrice juste demande s'il y a eu une inspiration directe, volontaire ou involontaire avec son film culte qui est Les Dents de la Mer, Jaws. C'est un hommage. En fait, moi j'aime revisiter le genre. Quand je fais Les Crevettes Pailletées, c'est le film de bande. Quand je fais toute première fois, c'est la rom-com. Quand on fait Sous la scène, on revisite un genre qui s'appelle la sharksploitation. Il y a des centaines de films avec des requins. Donc effectivement, et le pilier fondateur, c'est Les Dents de la Mer. Tu peux pas faire un film de requin. Mais vous m'avez dit que vous avez fait marrer votre fils, vous vouliez pas qu'il regarde en disant tu vas avoir peur et que ça l'a fait éclater de rire. Quand Les Dents de la Mer, oui. En revanche, il a été terrorisé par Sinoc dans Goonies. Donc c'est très marrant. Les enfants, ils ont pas peur aux mêmes choses que nous. Ils ont pas peur des... Alors il est où le requin? Ah non, Valérie, ne m'obligez pas à me redire dans ton cul. Il est stocké. Il est stocké. Toujours. Voilà. Il faut surtout regarder ce qu'on appelle le making of. C'est quoi le mot français pour making of? La fabrication. Le behind the scene. Le behind the scene, voilà, qui est formidable parce qu'on comprend comment certaines scènes ont pu être tournées, le pont qui explose. Enfin, il y a plein de choses à voir et c'est vrai que c'est franchement, c'est vous savez le film à quel moment on devient culte, c'est quand il y a des scènes qui sont analysées sur YouTube ou par des fondus de cinéma. Alors, je sais pas si vous avez vu certaines polémiques qui sont évidemment tellement importantes. Il y a un moment, le bateau qui fait je sais, mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai été contacté. Et qui revient à la même place. C'est là qu'on se rend compte que vous n'êtes pas marin. Moi qui ai mon permis bateau. Il se demande pourquoi faire un demi-tour. Ça va être très simple. Vous avez vu qu'il y avait des polémiques sur le web. Sûr, mais est-ce que vous avez votre permis bateau? Parce que Christine Bravo a son permis bateau, elle pourrait vous répondre. C'est très simple. On remet le bateau dans le courant. C'est-à-dire, le problème d'un bateau, quand il est sur l'eau et immobile, c'est qu'il se met à dériver. Donc effectivement, tu remets de la pêche pour te remettre dans l'axe et dans le courant, c'est-à-dire pour arrêter de dériver. C'est juste pour ça. Mais c'est là qu'on voit la différence. C'est pour ça que je m'appelle Croisière. Voilà, et c'est pas vous. un spécialiste. Mais c'est vrai il y a peut-être un truc à analyser là-dessus. Croisière, bateau, scène, possible, crevettes. crevettes. Ce qui est un peu quelque chose à queue, comme on dit. Mais pour le coup, sur ça, c'est très marrant parce que moi j'adore que les gens s'approprient les films, qu'ils les détournent, qu'ils se marrent. Ça fait plaisir cette polémique. Oui, mais comme quand après il y a plein de potes qui t'appellent, ils disent mais t'es vraiment trop con. Tu fais mais non. On remet le bateau dans l'axe. Dans le bon sens. Ils auront la réponse, tous ceux qui se posent la question. Et je rends hommage à Stéphane, notre fidèle auditeur, qui dit ce film est magique, culte. Dès la première semaine, je vous l'avais dit, et c'est vrai. Stéphane, avec qui on échange beaucoup sur les réseaux, m'avait dit regardez ce film, il est incroyable. Et bon, qui est la fausse identité de Xavier Jean sur les réseaux. Pas du tout. En tout cas, beaucoup de talent. Et votre prochain film au cinéma? Je sais pas encore. Là, je vais me reposer parce que c'est des choses. À chaque fois que je finis d'en produire un, je veux plus jamais en faire. Parce que ce qui est compliqué, c'est que quand tu produis un film, les gens à qui tu demandes de l'argent pensent que tu les escroques et ceux à qui tu en donnes pensent que tu les encules. Et donc, c'est un métier très ingrat. Et si le film est un échec, c'est à cause de cet abruti de producteur. Et si c'est un succès, c'est grâce à ce génie de réalisateur. Vous savez si la maire de Paris a vu votre film? Écoute, il paraît. Voilà. Après, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, elle a fait des vannes là-dessus en disant il n'y a pas de requin dans la scène pour les JO. J'espère qu'il n'y a pas de caca non plus.
plus. Non, on espère aussi. Merci beaucoup, Édouard Dupré, d'avoir été avec nous. Donc, Sous la scène, évidemment, sur Netflix, cet énorme carton, numéro 1 dans 97 pays, partout dans le monde. Enfin, oui, dans le pays, dans le monde. Oui, c'est encore plus que Jordi avec. C'est dur d'être un bébé. Et Voyage en comédie, donc Thomas Croisière. Milliardaire maintenant. Non, pas du tout. Thomas Croisière, donc, et on vous retrouvera à la rentrée pour une nouvelle tournée, une nouvelle salve de spectacles que je viendrai voir et revoir. Et ce samedi, effectivement, avec la grande semaine à 17h40. Merci à vous. Dans un instant, on va moins rigoler puisqu'on va parler de l'actualité. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, Mettez-vous d'accord, Valérie Expert.